face à vous, eh bien, Christophe Marion, bonjour. Bonjour. Pareil, le Loir-et-Cher vous est cher puisque vous êtes député Renaissance de la troisième circonscription du Loir-et-Cher. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. On va parler de l'actualité, donc de la réforme des retraites, mais pas que, je vous l'ai dit, on va essayer de parler de tous les sujets qui concernent l'éducation nationale, en tout cas des grands sujets. Le premier, la réforme des retraites. Les profs manifestent, nous faisons face aujourd'hui à une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats éducation aussi ont tous exprimé, ou presque, leur crainte et leur opposition à cette réforme. Est-ce que vous les comprenez, Christophe Marion? Alors oui, je les comprends. Ce qui m'a surpris, c'est au fond une très grande méconnaissance de la réforme des retraites de la part du monde enseignant. À qui la faute? Alors, je crois que quand on est citoyen, il est important de connaître la loi. Nul n'est censé ne pas connaître la loi. Ouais. En effet, aujourd'hui, force est de constater qu'avec la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui et avec la réforme Touraine qui a été mise en place en 2014, au fond, les enseignants qui ont commencé à travailler parfois à partir de 22, 23 ans, évidemment, ça décale la retraite, avec 43 ans de cotisation, vous voyez qu'on est plutôt aux alentours de 65-66 ans. Donc là, ce sont des nouvelles propositions, c'est une réforme proposée, en tout cas énoncée. Donc oui, c'est pour ça qu'on l'ignore, peut-être qu'ils ont fait une mauvaise communication aussi, le gouvernement. Alors, c'est surtout qu'aujourd'hui, la réforme, l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, beaucoup d'enseignants sont déjà au-delà de cette date. Ce qui est important, c'est comment permettons à des enseignants qui arrivent à 55-60 ans de changer de métier, s'ils souhaitent changer de métier. Je crois que le nœud du problème, le nœud de la question, elle est là. Moi, je peux comprendre que des enseignants à 65 ans ou 60 ans n'ont plus envie de se retrouver devant des élèves. Maintenant, comment est-ce qu'on les accompagne pour éventuellement leur proposer d'autres métiers possibles à effectuer? Votre avis, Roger Fudeau? Écoutez, la retraite à 64 ans, c'est de nouveau mettre un euro dans la machine à créer des crises. Si les enseignants sont dans la rue, c'est parce que, d'une certaine manière, cette affaire de retraite est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les enseignants sont bousculés dans leurs conditions de travail, les enseignants sont très mal rémunérés, même le gouvernement s'en est rendu compte. Et donc, d'une certaine manière, cette affaire de retraite cristallise un mécontentement profond et puissant. Donc je comprends leur réaction et d'une certaine manière, je partage un petit peu leur inquiétude sur leur avenir. Beaucoup pointent surtout la pénibilité du travail d'enseignant. Et c'est vrai que avec tous les poncifs les enseignants sont toujours en vacances, les enseignants ne font rien. À 17h30, 18h, ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Ils ont le rythme finalement plutôt assez sympa des 2 mois de vacances d'été, plus le reste des vacances. Donc en gros, 6 semaines de travail, 2 semaines de vacances. Qui sont tout ça qui est extrêmement faux dans la réalité du quotidien. On le voit chaque jour. Ici, vous le savez vous-même, avec les enseignants que vous rencontrez. D'enseigner dans une classe, devant une classe de 30 élèves, ça demande évidemment une énergie physique, mais surtout psychologique. Est-ce que 64 ans, c'est trop tard, ou est-ce qu'on peut être encore bon prof? Et j'ai ma réponse, évidemment, mais est-ce qu'on peut être encore bon prof, évidemment, à 64 ans? Est-ce qu'on peut poursuivre, finalement, métier d'enseignant plus tard? Enfin, on peut, je veux dire, moi j'ai pris ma retraite, je suis ancien professeur, comme mon collègue Marion, j'ai pris ma retraite à 65 ans, vous voyez, j'aurais pu travailler jusqu'à 66, 67, ça aurait été avec plaisir parce que j'aimais mon métier. Mais quand on est usé par le métier, quand d'une certaine manière on n'y croit plus parce qu'on a pris trop de coups, trop de désillusions, etc., l'idée de prolonger au-delà de 62 ans, qui est l'âge légal actuel, peut sembler insurmontable. Mais je pense que le gouvernement manque d'imagination. Le ministère pourrait très bien proposer à nos collègues, à partir de l'âge de 56 ans, 55 ans, des fonctions, c'est ce que disait un petit peu Christophe Marion tout à l'heure, des fonctions de formation de leurs collègues, par exemple, des fonctions à mi-temps, vous voyez, de l'accompagnement, du tutorat, enfin des choses qui soient moins fatigantes, moins éreintantes que le métier d'enseignant. Votre avis? Alors, j'insiste sur une chose. Aujourd'hui, la retraite avant la réforme, c'est 62 ans plus 43 ans de cotisation, 43 annuités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'enseignants dans le système actuel qui partent à 62 ans, parce que tous commencent à travailler généralement à partir de 22 au plus tôt, voire 23 ans. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Ce que prévoit aujourd'hui la réforme des retraites, c'est de faciliter pour la fonction publique et donc pour les enseignants les départs en retraite anticipés. C'est-à-dire, en effet, ce que dit mon collègue Fudeau, la possibilité à un moment d'être à mi-temps, par exemple, et de pouvoir accéder à la retraite à mi-temps et pouvoir avoir une fin de carrière professionnelle
plus apaisée. Donc ça, c'est une possibilité qui serait offerte par la réforme de la retraite et je crois que c'est absolument fondamental. Après, dans le cadre de la formation continue des enseignants, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la formation continue des enseignants, donner la possibilité à un enseignant d'être formé pour bifurquer dans sa carrière, pour rester dans l'éducation nationale, autour d'autres fonctions par exemple, ou pour rejoindre une autre administration, collectivité territoriale par exemple, ça je crois qu'il faut absolument encourager. S'il a envie de le faire. S'il a envie de le faire. Mais si l'enseignant trouve que le métier est trop dur, et je peux entendre ça, j'ai été enseignant et je sais que c'est difficile parfois, il faut lui donner cette possibilité-là. Alors on a parlé justement de la pénibilité du travail, on a parlé des problèmes qui cristallisent justement le monde enseignant et le personnel d'ailleurs, enseignant dans son ensemble. Il y a le problème de l'attractivité du métier et le problème numéro 1 que vous avez annoncé, qui est le problème des salaires, très clairement. Le ministre Pap Ndiaye a annoncé une revalorisation de 10% pour tous les professeurs, ça a même été annoncé par le président de la République, pour tous les professeurs dès janvier 2023. Le ministre Pap Ndiaye a dit « Je n'ai jamais dit ça par rapport aux dates, par rapport au pourcentage précis. Quel est votre avis sur la question? Il y a cafouillage ou pas, Christophe Marion? Non, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas cafouillage. Alors, certes. Quoi alors? Comment ça s'appelle? C'est 10% à partir de septembre, dans la rentrée 2023. Et ça, c'est ce qui t'a été annoncé après. Au départ, c'était janvier, vous êtes d'accord? Moi, j'ai toujours compris septembre 2023. Ah bon. Et en plus, ça intègre l'augmentation du point d'indice. Et c'est là où, au fond, les enseignants ont pu être un peu. Il y a eu un effet déceptif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, on est sur 10% sur une augmentation du socle. Premier point. Deuxième point, le ministre a annoncé qu'on était dans un mouvement, dans un temps long. C'est-à-dire que ce budget 2023, c'est la première étape d'une augmentation de salaire pour les enseignants qui est amenée à continuer dans les années qui viennent et dans les prochains projets de loi de finances 2024, 2025, 2026, etc., etc. Donc on est vraiment sur une volonté de continuer à augmenter les enseignants. On peut évidemment pas le faire sur un budget seulement une année parce que c'est des impacts très importants. La grosse partie du budget de l'éducation nationale, c'est les salaires. Hein. Donc, et là, vous voyez, on est quand même sur plusieurs milliards d'augmentation rien que pour les enseignants. Et puis en 2023, j'insiste là-dessus, il y a l'idée du pacte, c'est-à-dire de permettre à des enseignants d'être augmentés de 20% s'ils acceptent de prendre des missions supplémentaires ou bien si on rémunère des missions supplémentaires qu'ils effectuent déjà de manière bénévole et donc les rétribuer de manière à pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat. Alors, il y a plusieurs sujets. On va les répondre effectivement à Christophe Marion, mais je voudrais aussi ajouter cette question du travailler plus pour gagner plus. Oui, alors justement, donc sur les 10% d'augmentation, effectivement, dans les documents budgétaires, c'est septembre 2023. D'ailleurs, j'avais l'intention de dire au ministre, si on avait pu dialoguer avant le 49.3, qu'il aurait traité... Avant lequel des 49.3 oui. Avant le premier, non, avant le deuxième 49.3, celui des dépenses de l'éducation, enfin des dépenses de l'État. Et donc, je voulais lui dire, Monsieur le ministre, pourquoi cette augmentation de salaire n'est-elle pas fixée en janvier? Et parce que septembre, c'est mesquin quand même, c'est toute l'année scolaire au tarif habituel. Mais de toute façon, 3,4 milliards d'euros, ça paraît énorme, mais ça n'est rien, puisque 2,2 milliards d'euros sont grignotés par l'augmentation du point d'indice, c'est automatique, il n'y a pas de discussion, et 700 millions sont grignotés par ce qu'on appelle le GVT, le glissement, vieillesse, technicité. Donc en fait, il reste rien. Il reste d'autant moins que l'inflation étant à 6,8%, en fait, il reste rien. C'est une misère. C'est ça. Donc alors, ça veut dire quoi? C'est une non-annonce? C'est une non-annonce. Je veux dire, c'est presque insultant. Ça va être une aumône. Il va rester quoi? 2% d'augmentation au bout du bout avec l'inflation. C'est ridicule. Alors avec le Rassemblement national, vous auriez augmenté plus? Ah oui. Les enseignants? Oui, on aurait augmenté plus parce que là, on n'y arrive pas. Si vous voulez, c'est pas. On aurait tenu compte de l'inflation au minimum déjà. Hein, on aurait remonté d'un cran parce que là, c'est un petit peu de la fausse monnaie, quoi. Pour les 20% à la carte. J'appelle ça à la carte. Donc il y aurait des professeurs... De travailler plus pour gagner plus. Voilà. Donc il y a des professeurs qui sont au minimum syndical, entre guillemets, 10%, et puis il y a les super profs à 20%. Ça ne ressemble à rien. Mais à rien du tout. C'est le meilleur moyen de faire éclater le corps enseignant, n'est-ce pas, et de détruire encore un peu plus l'enseignement scolaire. Pardon, mais je réfléchis en même temps parce qu'effectivement, sur la condition de travail, sur les salaires, etc., c'est assez complexe et effectivement, on peut se poser ce genre de questions. Il y a beaucoup de questions qui touchent l'éducation nationale. Juste un point sur, effectivement, le nombre de profs manquant devant, j'allais dire chaque élève, chaque classe. 4000 contractuels engagés en septembre. Oui. On a vu aussi une suppression de postes annoncée dans l'enseignement à cause justement de la, d'une démographie
qui est moins importante. Oui. Est-ce que vous l'expliquez? Comment ça va se passer pour septembre prochain, Christophe Marion? Alors, le recours au contractuel, c'est malheureusement ou heureusement, c'est pas des choses nouvelles. Ça tient à plusieurs éléments. Il y a un problème d'attractivité du métier, vous l'avez dit. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'enseignement aujourd'hui n'ont plus envie de muter. Et quand vous réussissez un concours dans l'administration, le CAPES ou l'agrégation, eh bien, votre premier poste, vous êtes muté et vous pouvez vous retrouver en région parisienne, dans le nord de la France, dans l'Est, etc. Et vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, moi, il est hors de question que je sois muté à l'autre bout du pays. C'est pas des questions qu'on se posait à notre époque ou quand moi j'ai commencé à enseigner, c'était comme ça. Mais peut-être que le coût de la vie n'était pas aussi important. C'est savoir se loger, se déplacer. C'est pas forcément, c'est pas une question de coût de la vie. Je ne me l'explique pas, mais la réalité elle est là. Et au fond, vous avez des jeunes qui préfèrent aujourd'hui être contractuels et choisir le lieu où ils vont enseigner. Voilà, c'est une réalité. Alors, les contractuels... Formés en 4 jours. Alors, formés en 4 jours, mais attention, quand on parle de contractuels, on parle aussi beaucoup de contractuels qui étaient déjà enseignants les précédentes années. Hein. Aujourd'hui, les contractuels, c'est entre 0,5 et 1,5%. Dans le premier degré, entre 6,5 et 8% dans le second degré. Donc ça reste quand même un phénomène minoritaire. Mais il y en aura encore plus, donc, que ce que vous pouvez me dire en septembre prochain? Alors, je ne vous dis pas qu'il y en aura plus, je vous dis qu'il y en aura. Non, aujourd'hui, on n'a pas une idée précise. Moi, je ne travaille pas à la DGESCO du ministère de l'Éducation nationale. Je sais qu'il y en aura, parce qu'il y en a depuis un certain nombre d'années. Ça n'est pas un phénomène nouveau de recruter des contractuels, notamment dans certaines disciplines où c'est un peu plus difficile de trouver des gens qui acceptent de passer les concours. Bon, c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement de pénurie d'enseignants, c'est un mouvement qui n'est pas spécifiquement français. Il concerne l'ensemble de la planète. On a un vrai problème aujourd'hui de recrutement des enseignants. En Allemagne, ils rencontrent cette difficulté. En Allemagne, un enseignant, c'est 5 000 €. Alors, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas la même chose. Mais dans si les vous voulez, pays du Nord, un peu moins en revanche. Voilà, ça n'est pas uniquement une question de salaire. C'est là-dessus véritablement qu'il Mais c'est comme si vous allez me répondre, en fait, on est avant-dernier en maths. Bon, d'accord, d'autres sont derniers. Non, mais certes, on ne va pas s'en féliciter. Non, mais c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène mondial, cette difficulté de recruter des enseignants. Roger Chudeau, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça nous a sauvé les contractuels en septembre? Et est-ce qu'il faut faire appel à nos contractuels en septembre prochain? Les contractuels, c'est une mesure, c'est un pis-aller. Bon, ce sont des gens qu'il faut respecter puisqu'ils vont au travail pratiquement sans formation ou avec une formation lacunaire. Bon, mais tout de même, il fallait avoir recours à eux pour assurer le minimum minimorum qui est un adulte, pas un professeur, un adulte devant chaque classe. Mais quand on en est là, quand même, on est tombé très bas. Et je pense que l'année prochaine, les concours ne seront pas plus rentables, ne seront pas mieux fréquentés que cette année. Quand vous dites un adulte, excusez-moi, vous précisez ça dans le sens où vous pensez qu'ils n'ont pas de formation, donc finalement c'est quelqu'un qui surveille? Oui, enfin bon, évidemment, ils font plus que surveiller. Je ne veux sûrement pas mettre en cause leur engagement professionnel, mais enfin, quand on est recruté par du job dating sur un coin de table, si vous voulez, ça s'est passé comme ça, quoi, malgré les dénégations du ministre. Oui, notamment malgré les dénégations du ministre, ça a été quand même très très improvisé. On ne peut pas s'attendre à avoir des professeurs, d'un excellent niveau. Et même les concours commencent à devenir problématiques. Savez-vous que cette année, au CAPES de mathématiques, on a pris les candidats à 5,6 de moyenne sur 20. C'est-à-dire qu'on a baissé considérablement le niveau d'exigence. Donc, les choses se dégradent. Et honnêtement, le gouvernement et la majorité, qui sont aux affaires depuis 6 ans, et plus si on ajoute le quinquennat de M. Hollande, ont des responsabilités dans cette dégradation. Ils n'ont rien fait pour revaloriser la profession d'enseignant. Mais, à mon avis, il n'est pas question que d'argent dans cette affaire. Il est question aussi d'intérêt pour le métier. Or, il y a une crise de l'autorité. Les enseignants sont très, très bousculés, pas partout, mais souvent, surtout au collège, n'est-ce pas, ou en seconde, au lycée, notamment, quand les élèves sont encore des adolescents, difficiles à canaliser, et ils sont très souvent seuls face à ces difficultés. Je ne parle même pas de l'islamisme, etc., qui est spécifique à certains quartiers, qui existent, mais enfin, ça n'est pas le sujet central. Je veux dire par là que la crise de l'autorité, le rapport entre le maître et l'élève, abîme beaucoup la profession, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'attire pas les gens vers des concours. Alors, il y a la crise de l'autorité, puis il y a un autre sujet qui revient beaucoup dans l'actualité, évidemment, c'est la question de la laïcité à l'école et évidemment des problèmes de port de tenue ostentatoire, donc dans le cadre de l'école. Je dis l'école dans son ensemble, c'est-à-dire primaire, collège et lycée. On parle évidemment du port de l'uniforme qui revient. Alors, au Rassemblement national, vous le proposez depuis très longtemps. Chez Renaissance, eh bien, on en parle depuis peu. Pape Ndiaye, d'ailleurs, a dit qu'il n'était pas, il s'y opposerait pas, au départ, mais que, personnellement, il est
militer contre. Ce qui est très différent, c'est de faire la différence entre ce que pense personnellement un ministre et finalement ce qu'il pense publiquement en tant que ministre. Votre point de vue, Christophe Marion, sur le sujet? Alors, ce que Papa Ndiaye a dit, c'est qu'il était opposé, et là, fermement, à la généralisation. C'est-à-dire à faire en sorte qu'on impose dans tous les établissements publics français le port de l'uniforme. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'était tout le sens de l'intervention que j'ai eue dans l'hémicycle la semaine dernière quand on a étudié la proposition de loi proposée par le Rassemblement national et Roger Chudeau. Et que vous êtes fâché? Oh non, je plaisante. Voilà, il y a des expérimentations qui sont menées, il y a des établissements, il y a des villes qui ont tenté cette expérimentation-là, ça n'a pas fonctionné. Il y a d'autres régions, il y a d'autres établissements où les chefs d'établissement disent nous ça fonctionne, des chefs d'établissement qui disent nous ça ne fonctionne pas. Voilà, je crois qu'il faut laisser la liberté à un établissement qui le souhaite dans le cadre de son projet éducatif, après un échange avec les enseignants, avec les élèves, avec les parents d'élèves, s'il veut se lancer dans cette expérimentation, s'il pense que ça peut contribuer à améliorer l'ambiance scolaire ou je ne sais quoi, pourquoi pas? Mais moi je suis opposé à la généralisation. Alors j'aimerais vous faire réagir par rapport à ça, à ce sujet de l'uniforme, mais aussi par rapport à ce que ça coûte et qui va le payer. Parce que le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a réagi au propos de Brigitte Macron qui disait qu'elle était pour le port de l'uniforme et il lui répond... Je cite, elle nous parle de vêtements uniques quand il manque de matériel scolaire, quand il manque de chauffage, mais c'est indécent. Vous en pensez quoi, Roger Chudeau, cette situation? La réaction de M. Roussel ne se surprend pas. Lui, il a une réaction pavlovienne lorsque Mme Macron s'exprime. Il la conteste rudement et de manière totalement étrange, du reste. Non, la question... Étrange, on peut comprendre ces réactions, se dire on va rajouter un uniforme et donc des frais, alors que déjà, il manque de choses qui sont quand même primordiales. Les frais ne sont pas pour l'école. Enfin, dans ma proposition de loi, dans celle de dans votre proposition, il n'était pas question de faire porter cette dépense par l'État ni par les collectivités. Mais par qui? Par les parents? Mais bien entendu. Mais les parents habillent leurs enfants, chère madame, vous vous en doutez. Et donc, plutôt que de les habiller en tenue coûteuse à la rentrée, la guerre des marques, ça existe. François Bayrou s'est exprimé récemment sur BFM, je crois, dimanche dernier, en disant il y a une espèce d'obsession des marques chez les familles, c'est de cela qu'il faut délivrer nos enfants. C'était le cas déjà il y a 30 ans, il y a 50 ans. Oui, il est pour la proposition de loi uniforme. D'établissement, ce que je veux dire, c'est que donc, les familles habillent leurs enfants, au lieu d'acheter un t-shirt à 30 ou 40 euros, parce que c'est un t-shirt de marque, on aura un t-shirt comme en Martinique, qui coûtera 8 euros, parce qu'un t-shirt d'uniforme, ça coûte rien, surtout quand on achète 600. Tous les enfants n'ont pas des t-shirts à 30 euros, Roger Chudeau. Non, mais d'accord, mais ils font pression sur leurs parents pour les avoir. Ce qui est certain, c'est que, il y a une forte pression, notamment dans les milieux populaires, pour avoir des vêtements de marque à la rentrée, pour ne pas précisément subir de marquage social vestimentaire. Il y a une sorte de concurrence des marques entre jeunes adolescents. La plupart des familles font attention quand même au porte-monnaie qui est réservé justement mais la pression, ça aux vêtements, oui certes, mais aux vêtements achetés pour les enfants. C'est quand même une pression supplémentaire, un coût supplémentaire pour les familles. Ça remplace, mais non, parce que ça remplace la tenue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un t-shirt, un veston, un blouson plutôt de marque, en tout cas acheté dans le commerce, vous avez une tenue d'établissement, une tenue vestimentaire d'établissement, appelons ça comme ça si vous préférez, n'est-ce pas, qui a été achetée en grand nombre et qui est fabriquée en France, bien sûr, et qui coûte beaucoup moins cher. Enfin, en Martinique, c'est comme ça que ça se passe. C'est de 8 à 10 euros la pièce. Une réaction? Oui, une réaction. C'est intéressant ce que dit Roger Chudeau, parce que c'était un des arguments d'ailleurs pour la réforme, de dire, vous savez, le matin c'est terrible, quand les parents doivent habiller leurs enfants, il y a toujours des petites guerres le matin, entre les enfants qui veulent porter telle ou telle tenue, puis les parents qui veulent pas. Et là, Roger Chudeau nous dit, finalement, on va délivrer les parents de la pression que les enfants exercent pour avoir des vêtements de marque. Pour qu'on se ressemble tous, finalement. Très franchement. Qu'on soit tous uniformisés. Non, mais très franchement, est-ce que la loi, aujourd'hui, doit commencer à rentrer dans le quotidien des familles pour aider les parents à résister à la pression des enfants, pour savoir s'ils doivent s'habiller en marque ou pas. Non, mais je veux bien que vous répondiez à Christophe Marion. Excusez-moi, moi j'ai une fille qui est très gentille, qui a 17 ans, je suis capable de m'opposer à elle. C'est le rôle des parents. Voilà, une réaction. Exactement. Christophe Marion fait semblant de ne pas comprendre le sujet. Le sujet, alors dites-vous que c'est moi qui ne le comprends pas. Non, mais pas du tout. Le sujet, c'est pas de s'opposer, de permettre aux parents de s'opposer à leurs enfants, c'est ridicule. Non. Le sujet, c'est de mettre un terme aux distinctions vestimentaires de nature sociale ou culturelle entre les enfants. Les enfants, quand ils arrivent devant la grille de l'école, d'une certaine manière, avec leur uniforme, ils sont des élèves.
de l'école de la République, de l'éducation nationale, pas de l'éducation locale, l'éducation nationale. Et la tenue est choisie par leur établissement. Ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut la loi. Hein, la loi ne cherche pas à contraindre, elle cherche à libérer. Elle cherche à libérer nos enfants du fatras qu'ils ont dans la tête en matière de marque, de tenue plus ou moins tribale, comme ils disent, etc., et qui les empêche de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire à l'école, c'est-à-dire travailler. N'est-ce pas? Ils ne regarderont pas le copain pour voir s'il a les bonnes chaussures ou le t-shirt qui va bien. Alors, donc, tout le monde est dans la même tenue et on travaille. Les chaussures aussi, alors. Mais alors, dans la tenue scolaire, vous imposez aussi les chaussures. Mais pourquoi pas, je veux dire. Très bien. La marque des lunettes Oui, de vue. Non, exactement. La marque des lunettes. Les lunettes, c'est médical. Le téléphone portable. Non, le téléphone. Dans la marque. Non, Le téléphone est censé être interdit normalement. C'est interdit. Il reste dans la poche. Il reste dans la poche. Non. Nous ferons, s'il le faut, une proposition de loi pour interdire le téléphone dans les classes. Ils seront mis dans des casiers. Mais alors, ma question, Roger Chudeau, je vous écoute, je vous entends et je respecte tout ce que vous dites, évidemment, tous les deux. Mais ça veut dire qu'on va créer une société où on va devoir faire des lois pour tout, en permanence, mais là, pour que la société fonctionne. Écoutez, là, de toute façon, ce qui est certain, c'est que l'école ne fonctionne plus très bien. Et que la loi intervienne, que la représentation nationale ou l'État interviennent pour remettre un tout petit peu de cohérence dans tout ça, ça n'est pas idiot. Hein, les enfants ont besoin d'être concentrés sur l'école. Vous savez combien de temps les enfants passent sur TikTok? 2 heures par jour. 2 heures par jour. Où ils sont complètement abrutis, passez-moi l'expression. Les enfants qui ont des smartphones. Oui. Il y en a combien en France? Mais 110%, je veux dire, tout le monde a un smartphone, évidemment, bien sûr que... Je ne crois pas. Oh, mais écoutez, tout le monde a un venez à la sortie d'un collège, vous allez voir. Mais quel collège? Dans quelle ville? Mais non, mais écoutez, le smartphone, il est totalement généralisé. Et il est une porte d'entrée dans l'esprit de nos enfants qu'il faut absolument canaliser. C'est l'État, c'est la collectivité qui doit réagir pour protéger l'esprit de nos enfants. Sur TikTok, il y a des algorithmes qui encouragent les enfants à consommer ce qu'ils aiment. Vous voyez, vous aimez ça, tenez, on a pensé à ça, vous connaissez le système. Bon, c'est très gentil tout ça, mais enfin c'est intolérable, quoi. Nos enfants ont beaucoup de difficultés à lire, 50% d'entre eux ne savent pas lire correctement à l'entrée en 6e. Ça, c'est du sérieux. Alors je ne dis pas que l'uniforme va apprendre la lecture, non, parce que je vois déjà Christophe qui commence à dire, voilà un biais. Non, mais on se concentre. On va en parler justement de cette réforme du collège, parce que ça parle aussi du primaire, des savoirs fondamentaux. Je voudrais juste revenir à un point précis, parce que quand vous parlez de smartphone, quand on parle de tenue vestimentaire, d'uniforme, etc., ça revient à parler aussi des inégalités sociales, et donc de la mixité sociale. Une des problématiques de l'école aujourd'hui. Faire en sorte que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite à l'école. Les mêmes chances de réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où l'on est, on puisse avoir accès au même apprentissage et accès, si possible, si l'on a envie de faire les études que l'on souhaite et les mêmes chances de réussite plus tard. On a vu avec la publication de l'IPS, l'indice de position sociale, qu'en fonction effectivement de ce que je disais, du milieu dont on venait, ou de la ville où on habitait, enfin de ce que gagnent nos parents, on était très loin d'avoir tous les mêmes chances de réussite. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place à l'école pour que enfin l'école, dans son ensemble, dans toutes les villes et villages, soit une chance pour tous et la même? Alors, moi je pense qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de revoir un certain nombre de redécoupages de cartes scolaires. Parce que, en fait, c'est ça, un établissement, il recrute à partir d'une carte scolaire, et cette carte scolaire, elle intègre des quartiers et différents quartiers. Donc la mixité, elle se joue là. D'abord, elle se joue d'un point de vue urbanistique, c'est-à-dire que c'est aussi aux villes de construire de la mixité sociale dans les espaces urbains, parce que si vous avez des quartiers qui sont enclavés, vous aurez des recrutements d'établissements scolaires qui renouvelleront cet enclavement. Donc il y a une responsabilité des collectivités territoriales pour faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale dans les quartiers. Ensuite, il faut revoir là où ça ne fonctionne pas la carte scolaire. Et puis, il y a quand même un sujet aujourd'hui dont il va falloir s'emparer, c'est celui des établissements privés. Parce qu'au fond, sous contrat avec l'État. Sous contrat avec l'État. Parce qu'au fond, aujourd'hui, ces établissements, on connaît bien le système. Quand des parents ne veulent pas envoyer leurs enfants dans un établissement qui est imposé par la carte scolaire, finalement, ils l'envoient dans le privé. Et au fond, les établissements privés aujourd'hui se dégagent de la contrainte de la mixité sociale. Et ça, dès lors qu'ils sont sous contrat, dès lors qu'ils bénéficient d'argent public, je crois qu'on peut
par un dialogue constructif entre l'éducation nationale et l'établissement en question, on peut leur imposer un Alors, certain je nombre l'entends, de mais choses. ça voudrait donc dire qu'il y aurait plus de mixité sociale au sein des établissements privés, mais on garderait le même problème pour les établissements publics. En quoi on va gérer le problème des inégalités sociales? Pas forcément, parce que si vous imposez que la mixité, elle se répande beaucoup plus équitablement entre le public et le privé, si vous avez plus de mixité dans le privé, ça veut dire que fatalement, vous en aurez plus aussi dans le public. C'est les vases communicants d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut vraiment travailler sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui est, à mon sens, devenu un peu intolérable quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Christophe Marion? Non, pas du tout, parce que le ministère fait grand cas de l'utilisation des indicateurs de position sociale. Oui. Bon. Avant, c'était des CSP, ça s'appelait une catégorie socio-professionnelle. Donc, franchement... Mais il y a plus de valeurs qui sont prises en compte dans l'IPS que sur les CSP. Oui, c'est plus subtil, c'est plus fin. On a d'ailleurs rencontré, auditionné dans la commission dans laquelle nous siégeons tous les deux, le concepteur de l'IPS. C'est un bon outil. Mais en fait, on découvre, je veux dire, le fil à couper le beurre. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y a des établissements de centre-ville qui scolarisent plutôt les classes moyennes supérieures, et des établissements de banlieue qui scolarisent plutôt des classes populaires. Quelle découverte! Enfin, je veux dire, c'est évident. Et public, je parle de public. Hein. Oui, sauf que la question, elle n'est pas là. La question est de se dire à un moment, peu importe d'où tu viens, il faut que tu puisses avoir les mêmes chances de réussite. Mais pourquoi est-ce que dans un collège de banlieue, on n'aurait pas les mêmes chances de réussite que dans un collège de centre-ville? C'est précisément ça, la mission première de l'école. Si ça ne marche pas, il faut voir comment ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi, selon vous? Alors, en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est du brassage, du busing, vous savez, à l'américaine. On va prendre les élèves des quartiers pauvres pour les mettre dans les quartiers riches, et inversement, tout ceci est totalement ridicule. Vous n'êtes pas d'accord avec le principe? Non, on va pas faire ça. D'autant plus que, alors, la carte scolaire, elle est sous double responsabilité. Pour les collèges, ce sont les départements, les conseils départementaux qui découpent. Alors, je leur souhaite bien du courage pour la modifier. Dans votre département du Loir-et-Cher, d'ailleurs, ça doit discuter entre vous. Mais j'aimerais être là pour voir les débats du conseil départemental pour découper les. Écoutez, ça va être joli, moi aussi, du coup, je veux bien venir. on va voir les parents d'élèves. Allez-y, poursuivez parce qu'on a peu de temps. Quant à l'enseignement privé, de toute façon, moi, je n'aime pas que l'on stigmatise l'enseignement privé. Je vais vous expliquer pourquoi. L'enseignement privé était autrefois dans les réseaux d'éducation prioritaire, jusqu'en 2015. Et devinez qui a retiré les établissements d'enseignement privé de l'enseignement prioritaire, de l'éducation prioritaire? Madame Vallaud-Belkacem, la gauche. Hein. Donc, si vous voulez, l'enseignement privé, on ne peut pas les forcer à prendre des élèves qui ne veulent pas s'y inscrire, hein, parce que c'est payant, figurez-vous. Et deuxièmement, on ne peut pas exiger d'un établissement privé qui s'installe dans un autre quartier que celui où il est, parce qu'il n'en a pas les moyens. L'enseignement privé n'est pas aidé sur le plan immobilier. Donc, si vous voulez, on agite ces idées-là pour désigner un adversaire, un ennemi. C'est les privés, c'est les bourgeois, ce qui est quand même paradoxal de la part de M. Ndiaye, dont les enfants sont dans le privé, et le privé hyper chic. Hein, à l'école alsacienne. Et à l'école alsacienne. Et puis, on croit qu'on règle le problème. Pas du tout. On est, encore une fois, à côté du problème. Le vrai problème, c'est la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements qui sont dans les quartiers périphériques. C'est là qu'il faut travailler. Dans le public de manière générale? Dans le public de manière générale. Parlons de la réforme du collège. Vous vouliez encore ajouter quelque chose? Non, mais parce que je sens que oui, ça mais parce que j'ai été enseignant, je ne sais pas si c'est le cas de mon collègue Chudo, mais j'ai été enseignant dans un lycée qui était alors ça s'appelait pas REPUS à l'époque, mais qui était vraiment enclavé dans qui était complètement enclavé au cœur d'une banlieue, et très franchement, vous pouvez y mettre les moyens que vous voulez, ça ne suffira jamais. Moi, j'étais pour que cet établissement soit supprimé. Ah bien, écoute, purement et simplement. Je suis d'accord. Et donc que nous ayons, c'est-à-dire une modification de la carte scolaire, ça, je suis d'accord. de faire en sorte que ces enfants puissent être dans des établissements périphériques et puissent bénéficier. Voilà, mais c'est la modification de la carte scolaire. C'est un point d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'étais au cabinet du Premier ministre pour l'Éducation nationale, François Fillon, il avait été question, c'était Xavier Darcos qui posait ça, de supprimer les établissements ghettos. Ouais. C'est exactement ce que vient de dire mon collègue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire, c'est trop compliqué, trop complexe, tout va mal, on les ferme et les élèves sont répartis. Donc vous n'êtes pas contre quand même la modification de la carte scolaire? Oui, mais sur ces bases-là, en tout cas pas en désignant... Il faut que vous discutiez plus ensemble. Oui, mais en tout cas, parlons, j'enchaîne, mais parlons, parce que j'ai encore deux questions et après on n'a plus de temps. Un point sur le niveau des élèves, on en a parlé ensemble. Papa Ndiaye a lancé les classes tremplin pour la 6e avec des heures de français et de maths en plus. Pour les élèves en difficulté, qu'en pensez-vous? Et notamment d'ailleurs la techno qui sera supprimée.
Alors, qui sera supprimé en 6e, en effet, qui va être conforté probablement dans le cycle 4, 5e, de la 5e notamment 5e, 3e pour le collège, à partir de la rentrée 2024, a priori. Français et maths en plus en 6e. Voilà, français et maths en plus en 6e, c'est absolument indispensable. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des élèves qui arrivent en 6e, qui ont de graves lacunes, qui n'ont pas les compétences à hauteur d'un tiers, on n'est pas loin d'un tiers, 27, 33% pour les maths, pour le français, et qui, en 3e, n'ont, pour 25% d'entre eux, pas les compétences non plus. Donc c'est vraiment au collège que ça se joue, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Ça se joue au collège, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la résultante d'un primaire peut-être qui a été un peu manqué. Est-ce que c'est pas là où il va falloir peut-être mettre un peu plus de c'est là qu'il faut agir, bien sûr. Non, et de chiffres. Le ministre court après l'événement. Non, il y aurait une mesure très simple pour rehausser le niveau de maîtrise du français et des mathématiques au primaire, c'est de revenir au mercredi matin travailler. 3 heures par semaine de plus, ça fait 108 heures par an, c'est considérable. Si on décide... En plus du samedi matin. Non, pas de samedi matin, non. Actuellement, on travaille 4 jours par semaine. Et donc là, on rajouterait le mercredi matin, qui pour l'instant est chômé, n'est pas travaillé dans les établissements scolaires. On le remet, parce que ça existait. Hein. Donc avec des heures, avec des enseignants à payer en plus. Ça fait 108 heures par an, on fait que des français et des maths à haute dose, et là, on remet à niveau, à tous les niveaux. Depuis mais on a de l'argent pour payer les enseignants qu'on ne peut pas déjà payer aujourd'hui, qu'on ne peut même pas augmenter, et donc avec 3 heures de plus. Excusez-moi de poser la question, mais forcément. Oui, mais l'argent, on le trouve où? Non, mais les enseignants ne sont pas payés à l'heure, ils sont payés au mois. Donc, ils travaillent le mercredi ou pas, ça ne change rien à leur salaire. Enfin, ça fait 3 heures de cours en plus, quand même. Oui, mais ils sont pas payés à l'heure. Je dirais, des enseignants, on ne les paye pas 3 heures de plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur demandera 3 heures de plus, mais pour le même salaire? Mais bien entendu, mais il le faisait il y a quelques années. Mais bien entendu. Ça, je laisse mon collègue. Ça ne pose aucun problème. Alors, moi, ce que je vois, c'est l'intérêt de l'élève. Les élèves, écoutez, 50%, je redis, 50%, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, des enfants des élèves qui entrent en 6e ne maîtrisent pas la lecture fluide. Fluence, comme on dit en anglais. Bon, bref. Donc, je crois que le principal objectif pour redresser la barre, c'est le premier degré. Et là, on peut très facilement rétablir les 3 heures d'enseignement du mercredi qui existaient déjà auparavant, il n'y a pas si longtemps. Je l'entends. Ce qui me perturbe, personnellement, mais c'est encore une fois... travailler plus pour le même salaire, encore une fois. Non, mais non, c'est pas travailler plus. Comment dire? Mais non, ils sont payés au moins, les professeurs. Oui, mais c'est pareil. Soyez honnêtes, on leur demande de travailler une demi-journée de plus et on les garde au même salaire. C'est quand même travailler plus pour le même salaire. C'est pas le sujet. À la limite, on pourrait les payer plus. Moi, c'est pas le sujet. Je parle du niveau des élèves. Et je me dis qu'une demi-heure en 6e de français ou de maths en plus, c'est ridicule. Cotère sur une jambe de bois. On supprime la techno au passage sans avoir consulté ni le Conseil supérieur de l'éducation, ni le Conseil supérieur des programmes. Rien. C'est fait à la hussarde et ça ne marchera pas. Dernière question, parce qu'on n'a plus de temps, pardon. Mais c'est dommage, parce que l'écriture, la lecture... Bon, alors allez-y, Christophe Marion, allez-y, c'est très important, allez-y. Le ministre a vraiment annoncé qu'il voulait mettre un coup de projecteur très fort dans l'enseignement primaire sur l'écriture, la lecture, le calcul mental. Je crois qu'en effet, il a compris que les fondamentaux, ils étaient là et qu'il fallait y consacrer du temps. Aujourd'hui, on n'écrit pas assez. En CM, en cours moyen, CM1, CM2, on n'écrit pas assez. Vraiment. Le dédoublement des classes a servi pour les classes de CP, CE1? Alors, pour les REP, REP+, oui. On peine encore parce que c'est les cohortes, on mesure l'évaluation, les cohortes, elles arrivent maintenant, en fait. Et c'est maintenant qu'on commence à prendre la mesure des choses. Voilà, donc on a une évaluation en cours, mais a priori, les résultats sont positifs, oui. Oui, les résultats sont positifs. Il y a 15 000 équivalents temps plein en plus. Ce serait quand même scandaleux que ça donne rien. Non, ça donne des effets, c'est très bien. Dont acte, parfait, très bonne mesure, pas de problème. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On aura encore plein de sujets, notamment un qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la voie professionnelle, mais on en reparlera si vous voulez bien, parce que vous allez vous réunir dans votre département du Loir-et-Cher, et comme ça vous allez pouvoir discuter, vous allez revenir en plateau pour pouvoir retravailler et repenser l'éducation et surtout trouver des solutions, alors que vous proposez l'un et l'autre en fonction de vos voix, vos partis politiques. Oui, voilà. Merci Roger Chudot, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Loir-et-Cher, et Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher également. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve.